Bismillah. Quand Hannibal et Peter, de retour au paradis de la brocante, pénétrèrent dans l'atelier, ils virent tout de suite une petite lumière rouge clignoter au-dessus de la presse à bras. Ce signal indiquait que le téléphone sonnait au quartier général. « Ce doit être Doris, » dit Hannibal. « Je lui ai communiqué notre numéro privé. » Peter déplaça le grillage qui camouflait l'entrée du tunnel numéro 2 et se mit à ramper dans la conduite de fente. Hannibal le suivit. Quand le gros garçon émergea dans la caravane, Peter avait déjà décroché le combiné. Margaret Compton avait bien un serpent, expliquait-il, mais ce n'est qu'un bracelet tout à fait inoffensif. Il s'interrompit pour écouter Doris dont la voix parvint confusément aux oreilles d'Hannibal. Madame Compton a perdu l'une des roues de sa voiture, reprit Peter. C'est aussi bête que cela. Il s'agit d'un pur accident. Doris resta un instant silencieuse, puis elle dit quelque chose qui fit froncer les sourcils à son correspondant. « Mais nous venons juste de rentrer, » protesta Peter. Doris lui coupa la parole et parla quelque temps. Peter soupira, tira à lui un bloc de dactylo et y inscrivit une adresse. « Tirez bien, » soupira-t-il finalement, après le dîner. Il raccrocha Hannibal sans qui. « Quoi de neuf ?» Doris nous appelait sur l'appareil placé dans la cuisine, expliqua Peter. Il paraît que Falsell et mademoiselle Osborne se sont enfermés dans la bibliothèque, tandis que Bentley est au marché. Bentley lui a enfin fourni des références. Un de ses certificats vient d'une femme de Brentwood qui a récemment déménagé pour suivre son mari, muté à Kansas City. L'autre émane d'un professeur d'Arcadie. Doris a essayé d'appeler Kansas City, mais l'ex-employeuse de Bentley ne semble pas avoir de numéro de téléphone. Quant au professeur, sa ligne ne répond pas. « Voilà qui est louche, » murmura Hannibal. « Doris aurait bien dû prendre des renseignements avant d'engager cet individu. » Eh bien, elle ne l'a pas fait et nous demande maintenant de le faire pour elle. Elle a raconté à Bentley qu'elle devait remplir une fiche pour la sécurité sociale et qu'elle avait besoin d'y mentionner son adresse. Il lui a donc indiqué son domicile personnel. Il habite 1854 North Tennyson à Santa Monica. Elle veut que nous filions là-bas sans tarder pour vérifier l'information et en recueillir d'autres si nous le pouvons. Et tu lui as dit que nous nous mettrions en chasse après le dîner ? Exactement. Si je ne rentre pas tout de suite à la maison, ma mère me passera un sacré savant. Je pense que tante Mathilde, elle aussi, attend mon retour avec impatience. Nous irons donc à Santa Monica en fin d'après-midi. Doris, si on l'écoutait, nous ne nous laisserait jamais le temps de souffler. C'est notre cliente, rappela Hannibal. Elle n'aurait pas dû engager Bentley aussi imprudemment. Mais ce qui est fait est fait. À présent, elle éprouve le besoin de se renseigner à son sujet et j'estime qu'elle a raison. Je vais passer un coup de fil à Bob et lui donner rendez-vous sur la nationale devant le marché, à 7h du soir. Ça te va ? Je me débrouillerai, promit Peter. Entendu donc pour 7h, mon vieux. À 7h précise, les trois jeunes détectives pédalant déjà sur la route côtière en direction de Santa Monica. La rue où Bentley était censé habiter fut vite repérée sur un plan de la ville. Le numéro 1856 de North Tennyson était une grande maison au toit de tuiles. Un petit écriteau fiché dans l'herbe de la pelouse indiquait que le numéro 1854 se trouvait juste derrière. Il s'agit sans doute d'un appartement au-dessus d'un garage, dit Hannibal. Venez, suivons cette allée. Ah, je ne me trompais pas. Il y a un appartement au-dessus de ce garage. Comment savoir si Bentley habite bien là ? Demanda Peter. Il loge actuellement chez les Jamison. Allons nous renseigner à la grande maison, proposa Hannibal. Nous dirons que nous sommes des copains de son neveu Freddy. Nous venons de Westwood et avons eu l'idée de lui faire une petite visite au passage. C'est suffisant pour amorcer une conversation, approuva Bob. Hannibal alla donc sonner à la porte de la grande maison. Il attendit une bonne minute, puis sonna de nouveau. Personne ne vint ouvrir. « Chou blanc !» murmura Peter. Hannibal entraîna de nouveau ses camarades dans l'allée et considéra le garage. « Supposons, dit-il lentement, que Bentley habite bien ici. Il est souvent possible de juger une personne rien qu'en observant l'endroit où elle vit. » De l'espionnage, murmura Peter. Nous pouvons toujours jeter un coup d'œil par la fenêtre, répondit Hannibal. Ce projet ne présentait aucune difficulté. En effet, une volée de marche, partant de la cour du garage, s'élevait à l'extérieur jusqu'à l'appartement. La porte de celui-ci donnait sur un petit palier. Juste à côté se trouvait une fenêtre au volet ouvert. « Ça, c'est de la chance, murmura le détective en chef en écrasant son nez contre la vitre. Bob se pressa près de lui pour regarder.
Peter regarda lui aussi par-dessus l'épaule d'Hannibal. Les derniers rayons du soleil couchant éclairaient en plein l'intérieur de l'appartement. Sur le mur faisant face aux garçons s'alignaient des étagères bourrées de livres. Une grande table au centre de la pièce disparaissait presque sous un classeur. D'autres livres et des papiers. Une table, plus petite, supportait une machine à écrire. Un fauteuil tournant et une lampe de bureau complétaient l'ameublement. En tendant le cou, les détectives aperçurent par la porte ouverte d'une petite chambre attenante un divan tout simple couvert d'une portière bigarrée. On dirait davantage un bureau qu'un appartement normal, fit remarquer Peter. Hannibal s'écarta de la fenêtre. Notre mystérieux homme de peine aime la lecture, déclara-t-il, et il s'est tapé à la machine. Bob, qui continuait à regarder à travers les vitres, laissa échapper un sifflement. Voyez un peu ces titres, s'écria-t-il, ce des livres sur la table. Il y a la sorcellerie, médecine et magie, traité de magie pratique. Ah, celui-ci est un bouquin récemment paru. Il est rentré cette semaine même à la bibliothèque. Et voici encore Voodoo et les rites à travers les âges. Rien sur les serpents ? Demanda Peter. Hannibal s'escrimait sur le bouton de la porte, mais celui-ci refusa de tourner. Le détective en chef revint alors à la fenêtre. « Elle n'est pas fermée ?» constata-t-il. Il interrogea des yeux ses deux amis. Peter s'assura que la cour devant le garage était déserte. Bob, de son côté, vérifia que rien ne bougeait du côté de la grande maison. « Gare à nous, si l'on nous pince, dit Peter. Nous tâcherons de ne pas être pincés, et Hannibal souleva le panneau supérieur de la fenêtre à guillotine, en s'efforçant de ne faire aucun bruit. 2 secondes plus tard, il était à l'intérieur du petit appartement. Bob et Peter entrèrent derrière lui. Outre les livres de magie que Bob avait aperçus sur la table, il y en avait quantité d'autres du même genre sur les rayonnages. Rites des peuples primitifs et magie noire depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque moderne. Ce type-là doit se sentir à son aise sous le même toit que la tante Pat et Hugo Falsell, fit remarquer Peter. S'il a lu tous ces livres, il a droit à mon respect le plus profond, dit Bob à son tour. Puis, je me suis plongé dans plusieurs d'entre eux et je vous jure qu'ils sont durs à comprendre. Ainsi Bentley s'y connaîtrait en occultisme, fit Hannibal. Qui se serait attendu à tant de science chez un vulgaire homme de peine? Elle se pencha sur le gros classeur qui encombrait la table de travail et feuilleta plusieurs fiches. L'une d'elles concernait les fidèles de Marat, une autre le triangle vert, une troisième, à laquelle était attachée une liasse de minces feuillets, s'intitulait La confrérie du cercle inférieur. « Je me demande, murmura Hannibal, s'il ne s'agissait pas de notre société secrète. » Il détacha un papier et le déplia. « Tout juste !» s'écria-t-il alors d'un air triomphant. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda Bob. Hannibal déplia plusieurs autres papiers. « Voici toute une série de notes sur mademoiselle Patricia Osborne, répondit-il. Bentley s'intéresse donc à elle. Sur cette feuille, il a inscrit que la tante Pat a fait partie de plus de 5 sociétés secrètes au cours des 10 dernières années, qu'elle est abonnée à 2 revues astrologiques et qu'elle s'est rendue tout spécialement en Inde pour étudier la philosophie hindoue sous la direction d'un maître. Il y a également une note révélant que mademoiselle Osborne est arrivée chez les Jamieson en mai et qu'Hugo Falsell a débarqué peu après à Rocky. « Rien d'autre ?» demanda Peter. Hannibal déplia un autre feuillet. « Tiens, un relevé bancaire concernant encore mademoiselle Osborne. Elle ne paraît pas être très riche. » Bentley s'intéresserait donc à ses moyens d'existence, demanda encore Peter. Le chef des détectives fourragea dans les paperasses qu'il avait devant lui. On le dirait, répondit-il. Oh, voici des notes similaires. Concernant cette fois Noxy, notre ami pâtissier. Outre sa boutique, il possède une maison à Los Angeles. Il est beaucoup plus à l'aise que son apparence ne le laisserait supposer. Et la dame vêtue d'orange, Madeleine Enderby, la coiffeuse. Hannibal se pencha derrière-chef sur le classeur. Elle aussi, semble-t-il, a appartenu à plusieurs associations occultes. Elle est propriétaire de son fonds de commerce et gagne gros. En outre, elle fait d'excellents placements. « Trouves-tu encore quelque chose ?» demanda Bob. « Oui, sur mademoiselle Ken, qui vend des produits diététiques. Son commerce semble lui rapporter joliment. Elle vient d'obtenir un prêt pour ouvrir une seconde boutique. Il y a d'autres fiches relatives à des gens que nous ne connaissons pas. » Magie et sorcellerie, murmura Bob en touchant les livres sur la table, et aussi argent. Peut-être les 3 choses vont-elles ensemble, avança Hannibal. Peter ouvrit l'un des tiroirs de la table. Puis,
ce que lui et ses amis étaient là pour perquisitionner, il ne fallait rien négliger. Les tiroirs étaient vides, à l'exception de quelques trombones et d'un magnétophone en miniature. Une bande était enroulée sur la bobine. « J'aimerais bien posséder un truc pareil », s'exclama Peter. « Vu son faible encombrement, on peut le mettre dans sa poche. » Bob examina de près la trouvaille. « Joli petit instrument, dit-il. Il fonctionne sur pile, pas besoin de le brancher sur secteur. » Il enfonça un bouton, un petit compartiment s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un minuscule microphone. « Quel merveilleux appareil !» s'exclama Bob. « On peut le cacher n'importe où. Je parie que les services secrets n'en possèdent pas de plus perfectionné. » « J'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose sur la bande sonore, dit Hannibal. « Sais-tu faire marcher ce truc, Bob? J'ai de trop gros doigts pour m'y risquer. » Bob mit l'appareil en marche. Après quelques craquements et d'autres bruits vagues, les trois détectives entendirent une voix d'homme qui disait « Nous pouvons commencer. » « Joli petit instrument, il fonctionne sur pile. »« La voix de Falsell, » s'exclama Bob. « Ce soir, continua la voix désincarnée, nous ne sommes pas au complet. Peut-être n'obtiendrons-nous aucun résultat, mais il est également possible que le docteur Shaitan nous envoie l'un de ses émissaires. La voix du serpent peut nous parler à travers la distance. »« C'est l'enregistrement de la séance qui s'est tenue chez les Jamison, » s'écria Peter. « L'appareil était probablement dissimulé dans le salon même ou tout en moins à proximité, » dit Bob. Les trois garçons entendirent encore la voix rauque de Madeleine Enderby et les récriminations de Noxie. Puis ils écoutèrent Patricia Osborne souhaiter qu'un empêchement imprévu écartât Margaret Compton de la vente aux enchères. Soudain, net, clair, effrayant, s'éleva dans la petite pièce le son qu'ils avaient entendu le fameux soir. L'abominable fredonnement qui avait déclenché la fuite de Mary et poussé Doris Jamieson à réclamer l'aide des jeunes détectives. « La voix du serpent » murmura Hannibal. Bob frissonna et s'empressa de poser le magnétophone sur la table, ce qui n'empêcha pas l'horrible chanson de continuer à emplir l'air de ses démoniaques vibrations. Nul ne songea à l'arrêter. La bobine se déroula jusqu'au bout. Enfin, le fredonnement se mua en un sanglot étouffé et s'éteignit. Hannibal s'aperçut alors qu'il était glacé. Le soleil qui, peu de temps auparavant, chauffait encore la pièce, était sur le point de disparaître. Et un homme se tenait sur le seuil. Bentley.